dans le cadre de notre émission Au cœur de nos mutuelles, ouais, nous sommes à la rencontre du président Marcel Taba, qui est le président de la mutuelle de développement de Gloplo Zibiao, et c'est avec lui que nous allons parler de développement. Président, bonjour. Bonjour DG. Président, nous sommes très heureux d'être en face de vous. Nous tenons déjà à vous dire merci pour votre disponibilité à nous recevoir pour cette rencontre. Merci. C'est moi qui suis très honoré d'être choisi au nom de tous ces gros cadres, ces importants cadres qui sont de notre région, ces éminents cadres, que vous ayez choisi ma modeste personne pour venir parler donc, des questions de mutuelle et donc de développement de nos différents villages. Je me sens très très honoré. Et je voudrais dire un très grand merci à Guinée TV qui permet que cela se fasse. En tout cas, merci à vous. Merci, Président. Tout de suite, la première préoccupation que nous allons poser, c'est de demander qui est Marcel Taba, afin que le peuple ouest dans son ensemble, les Ivoiriens et les communautés étrangères qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire et au monde entier puissent connaître qui est Marcel Taba. Juste votre petite biographie. Comme vous l'avez dit, je suis Marcel Taba. Je suis le fils de Jean Taba, qui est de Gloplo Zibiao, qui est donc le village de mon père, et son village maternel, qui est donc le village de ma grand-mère maternelle, qui est donc Bewe Zibiao, et ma mère est de Da, et donc je suis un fils de Gloplo. Je suis président de la mutuelle de développement de Gloplo, comme vous l'avez dit, et puis nous sommes des modestes travailleurs comme tout le monde, mais voilà, et je pense que pour le peu, c'est ce que je peux vous dire, c'est cela. Je suis de Gloplo, dans le Grand Zibiao, voilà, c'est ce que je peux vous dire dans un premier temps. Merci, Président. Mon papa Pena Ernest dit Yao. Non, you grow you. Asao Yoko. Alors, Président, vous êtes le président de la mutuelle de développement de Gloplo Zibiao. Vous avez succédé à quel président, ou bien vous êtes le tout premier président de cette mutuelle? Oh non, écoutez, d'abord, Gloplo, il y a la mutuelle mère qui est donc la MUDEC, dont le président était mon grand frère, Mamadou Taba, bien connu de nos anciens, parce qu'il fut donc un très haut cadre de l'administration des douanes ivoiriennes. Et puis, donc après lui, il y a eu donc l'actuel chef du village, le gouverneur Traoré, qui a été donc le deuxième président de la mutuelle. Et après lui, il y a eu donc mon aîné Zemmour René. Et puis dans l'intervalle, il y a eu la naissance donc d'une deuxième mutuelle, Maglosi, la mutuelle donc à Bébo de Gloplo Zibiao, qui était donc dirigée par Christophe, qui est l'actuel directeur technique donc de la région du Haut-Sassandra. Et puis, quand Christophe a estimé que son temps était suffisamment réduit pour se mettre véritablement à fond dans la disposition de parents après avoir servi jusqu'à 6 ans à la tête de la mutuelle. Donc, les populations m'ont fait donc l'honneur donc de diriger cette mutuelle, donc Maglosi. Mais il est bon de noter que depuis
depuis mon élection, je dis même tout le temps de la campagne qu'on nous avait accordée, ma seule préoccupation reste que nos mutuelles doivent pouvoir se mettre ensemble. Même s'il est vrai que la loi consacre la liberté d'association, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous que nous ayons une seule mutuelle dans le village et que nous rêvions, que nous regardions ensemble les projets du village pour pouvoir les bâtir. Donc nous sommes en discussion avec mon aîné Zemmour René, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que avec le temps, chacun de nous percevra la nécessité de pouvoir donc nous mettre donc tous ensemble pour qu'on puisse regarder de l'avant le développement de notre village. Donc effectivement, je suis le deuxième président de Maglosi. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne. Ça fait maintenant un an, quelques mois que je suis donc à la tête de Maglosi. Alors, président, vous succédez à un président. Vous êtes le deuxième président de Maglosi. Dans quel état on vous a légué cette mutuelle? Ah ben, vraiment, je peux dire, j'ai trouvé une mutuelle très bien structurée, mais vraiment très bien structurée parce que Christophe et tous ceux qui, à l'époque, dirigeaient la mutuelle sont des gens suffisamment organisés. J'ai trouvé une mutuelle qui était donc, qui regroupait des gens de toutes les couches sociales, ressortissant donc de Gloplou et qui avait vocation donc à apporter le développement à l'intérieur de Gloplou. Et puis j'ai pu noter que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sous la houlette de cette mutuelle et naturellement de l'actuel chef du village qui n'était pas à l'époque, qui était donc au nom des cadres, qui était le doyen des cadres du village, notamment l'érection de Gloplou comme centre d'examen au CPE, alors qu'à l'époque, nos enfants partaient dans les villages voisins pour passer leur CPE. Donc, Gloplou est devenu centre d'examen. Il y a eu la pose, la première pierre du collège de Gloplou, qui est donc, je vais dire, l'œuvre de l'actuel chef du village, qui a donc bénéficié du concours de l'un des cadres du village, notamment l'ambassadeur Eric Tabar, qui a pu donc négocier auprès du fonds Café Cacao, donc des ressources pour l'érection donc de ce collège-là. Donc c'était avec Maglosi toujours. Et puis avec toujours Maglosi, on a pu avoir donc une ambulance au village, une ambulance médicalisée, ce qui est rare pour des villages. Et puis il y a eu donc la première dame qui a équipé le centre de santé, vraiment avec du matériel de très haut niveau. Et donc tout ça, c'est l'œuvre combinée donc de Maglosi, de l'actuel chef du village, qui n'était pas encore chef du village à cette époque, donc le gouverneur Traseoulou, et de l'ambassadeur Eric Tabar. Donc c'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui nous ont permis donc d'aboutir à ces acquisitions que je vous ai indiquées. Voilà. Donc c'est un peu ce que nous essayons de poursuivre. Mais en tout cas, on a trouvé, comme je l'ai dit, le village dans cet état-là, où il y a des infrastructures nouvelles qui se réalisaient. Il reste entendu que la gouvernance régionale, donc le conseil régional, a aussi mené donc des infrastructures là-bas, mais toujours avec l'appui donc de la mutuelle. Par exemple, la construction du foyer des jeunes de Gloplou nécessitait donc l'acquisition d'une parcelle de terre, et c'est donc Maglosi avec l'association des jeunes de Gloplou que je dis, on a pu acheter une terre pour que le conseil régional puisse venir donc construire le foyer des jeunes. Il y a aussi le marché de Gloplou qui est en construction. Ça, c'est aussi l'œuvre du conseil régional, mais avec toujours
l'accompagnement institutionnel de Maglosi, des populations du village, des cadres du village. Donc, je veux dire, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé donc un village qui est en train de grandir, et qui obtient donc certaines infrastructures avec le concours donc des fils et filles du village et avec le concours donc de leurs cadres qui sont hors du village et qui sont donc dans la diaspora, comme on le dit. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce que j'ai trouvé sur place. Donc au moins je prenais donc la tête de la mutuelle. Alors avec un tel développement remarquable, jetez un coup d'œil sur la question du château d'eau et la question téléphonique dans le village. Bon, alors, le château d'eau, pour le peu que je sais, c'est d'abord un projet de l'Union européenne. C'est un projet de l'Union européenne qui donc qui l'a financé. Mais il y a eu le concours des fils et filles du village, notamment l'un de nos cadres, Apollos Dante, qui a donc contribué, si mes informations sont justes, à hauteur de 2 millions de francs. Je n'étais donc pas à l'époque à la tête de la mutuelle, donc je n'ai pas vraiment suivi le dossier, mais je peux affirmer que c'est un projet de l'Union européenne et puis qui a bénéficié donc du concours financier de certains fils et filles du village, dont notamment Apollos Dante, comme je l'indiquais tout à l'heure. Sur la question de la téléphonie, je note que les 3 opérateurs principaux sont installés à Gloplo. Ça a été l'œuvre des fils et filles du village aussi. C'était l'œuvre des fils et filles du village. Je n'ai pas tout à fait l'information sur les porteurs du projet, mais ce que je peux faire remarquer, c'est que c'est un projet qui était donc porté par le village, et aujourd'hui, ces infrastructures-là existent dans le village, et ce qui nous permet donc de pouvoir joindre nos parents sur tous ces réseaux-là. Donc, on peut résumer pour dire que Gloplo Zibiao est un village fortement électrifié et qui bénéficie d'un château d'eau. On y trouve un foyer de jeunes. On y trouve aussi, c'est un centre d'examen aujourd'hui. Il y a un centre de santé rural à Gloplo qui est doté d'une ambulance médicalisée. Et il faut aussi noter qu'au niveau de la téléphonie, il n'y a pas de souci. Les 3 opérateurs économiques sont déjà là-bas. Il faut aussi noter que le collège de proximité, c'est pour bientôt la finition. Non, le collège est fonctionnel depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Il a été inauguré, il est fonctionnel depuis 4 ans. Je crois que la première promotion du BEPC, c'est cette année. Donc, le collège, là, on est en train de partir sur un lycée, parce que le conseil régional nous a donc construit, je crois, un nouveau bloc qui va nous permettre d'accueillir donc le second cycle. Donc, la procédure donc de basculement du premier cycle au second cycle est engagée, je pense qu'on est pratiquement achevé. Donc, Gloplo est en train de partir vers un lycée. C'est même plus, je dis la question du collège, c'est déjà acquis depuis 4 ans que le collège est fonctionnel. Alors donc, on va donc retenir avec beaucoup de joie au cœur que le village de Gloplo Zibiao est vraiment en phase avec le développement rural. Alors vous, en tant que président, avec tous ces acquis admirables aujourd'hui, quelles sont vos priorités au niveau de vos projets? Alors, on a, je veux dire, beaucoup de choses à faire. Mais ce que j'ai principalement indiqué à mes parents quand je venais donc, quand j'ai décidé de postuler à la tête de la mutuelle, une seule chose me préoccupait, c'était l'unité de notre communauté. Je l'ai dit clairement à mes parents, les projets, les infrastructures, on peut les acquérir, c'est pas ce qui est compliqué.
Parce que chacun de nous, heureusement, comme Bloc-Pou compte de très nombreux cadres, mais vraiment des cadres de haut niveau, Bloc-Pou peut avoir des infrastructures. Mais ce qui était ma préoccupation, c'était l'unité de notre communauté. Et donc, ça reste à ce jour mon programme majeur. Ça veut dire comment on aura une jeunesse qui parle d'une seule voix, comment on aura une mutuelle qui parle d'une seule voix. Parce que justement, s'il est vrai que il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'animosité entre les uns et les autres parce qu'ils se fréquentent d'une façon ou d'une autre, ils se parlent quand ils se rencontrent, sauf qu'ils ne s'asseyent pas ensemble pour penser, concevoir et réaliser le développement du village. Donc il est apparu pour moi comme plus qu'important que l'unité soit l'élément central de mon mandat, qui dure 3 ans. Donc, nous sommes sur ce chemin, nous avons rencontré tous nos aînés, nous avons rencontré nos amis, nous avons rencontré nos petits frères, avec qui nous avons parlé, et avec qui nous sommes donc en train de faire de petits pas, mais des pas importants vers l'unité de tous ces groupes-là. Et puis, après, quand on a parlé de ça, on a des éléments importants qui sont, par exemple, la salle informatique du collège. Je vous ai parlé tout à l'heure du basculement du collège en lycée. Ça, c'était une préoccupation majeure. Et quand on a eu donc la disponibilité du président du conseil régional sur cette question, nous y sommes allés à fond, donc pour l'accompagner. Et là aussi, il fallait acquérir une terre pour pouvoir faire l'extension du collège. Nous avons donc contribué donc au financement et nous avons donc acquis une nouvelle terre qui a été mise à la disposition du conseil régional. Nous sommes dans la phase actuelle de l'extension de l'électrification du village. Je rappelle que Bloc-Pou est électrifié depuis 1984. C'est pas suffisamment connu, mais Bloc-Pou a eu l'électrification de l'État de Côte d'Ivoire depuis 1984. Et puis, donc, nous sommes dans l'extension du village, dans l'extension de l'électrification, pardon, dans le renforcement de la capacité actuelle. Et puis, à côté de ça, nous sommes donc dans l'extension du lotissement. Donc, nous avons mobilisé les ressources matérielles et financières. Et donc, il y a des fils et filles du village qui sont donc dans le domaine du lotissement, qui sont en train de le faire. Naturellement, ce projet, cette action connaît un petit retard qui est lié donc à des réalités du terrain, puisque dans le parcours, il y a des maisons qui sont donc sur les voies et tout ça. Donc, est-ce qu'il faut les contourner? Est-ce qu'il faut... Bon, bref, il y a toutes ces questions-là qu'il faut pouvoir régler pour que le lotissement puisse se poursuivre. Donc, nous avons je vais dire cette question-là que nous sommes en train de régler. Mais à côté de ça, il y a bien d'autres choses. Hein. Il y a bien d'autres choses. Par exemple, en ce qui concerne les femmes. L'organisation des femmes, parce que nous avons plusieurs associations de femmes dans le village, mais il reste maintenant leur financement. Elles ont déjà bénéficié d'un premier financement donc du ministre Amédée Kouakou quand il venait pour donc l'inauguration du collège. Elles ont bénéficié donc du financement de l'actuel chef du village, des financements complémentaires à titre personnel. Mais au niveau de la mutuelle, nous allons aussi les accompagner. Là, par exemple, d'ici, peut-être après le temps de carême chrétien et musulman, là, par exemple, on va pour leur offrir un tricycle. On va leur offrir un tricycle parce que c'est un besoin qui est exprimé par elles pour pouvoir permettre de faire sortir donc leurs produits quand elles s'en vont donc au campement. Donc, il y a l'acheminement de leurs produits dans le village qui pose problème. Et donc, cet engin viendra pour les aider donc à faire donc à régler donc cette question importante donc du déplacement, du transport de leurs marchandises, de leur production. Donc voilà un peu. Et puis il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses. En tant que mutuelle,
il y a des infrastructures pour lesquelles je dis pour l'instant, je ne peux pas trop parler parce que nous sommes en phase de consolidation de la réflexion pour certains projets et dans la phase donc de démarchage des structures qui doivent financer certains autres projets. Et donc, pour l'instant, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va donc en parler lorsqu'on aura donc des accords très précis, lorsqu'on aura des réponses précises. En ce moment, on viendra annoncer à la communauté villageoise ce que nous avons pu négocier et qui doit donc être réalisé au sein du village. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce que nous envisageons de faire et puis sur ce qui est en cours. Voilà. Président, au stade où nous sommes arrivés, votre village est véritablement une référence en termes de développement local. Et vous avez dit que maintenant, votre priorité, c'est au niveau de l'unicité du village. Cette action, je dirais, est vraiment une priorité parce que à quoi ça sert d'avoir tous ces acquis pour le développement local si les gens se regardent en chien de faïence. Alors, il faut mettre la jeunesse ensemble, il faut mettre tous les cadres ensemble, il faut mettre toute la chefferie traditionnelle ensemble. Alors, quand vous avez rencontré les différentes sections, est-ce qu'il y a de l'espoir véritablement? Est-ce que, avec les différents rencontres que vous avez vues, est-ce que déjà ça vous dit qu'il y a l'espoir d'arriver à ce projet? Alors, mais il y a plus que de l'espoir. Il y a plus que de l'espoir. D'abord, au niveau de la chefferie, il n'y a pas la chefferie à mettre ensemble. Parce que ce que je veux préciser, le défunt chef, notre père Mahampaya, a travaillé avec une notabilité, donc avec un chef de terre et les 6 chefs de famille. L'actuel chef du village n'a enlevé personne à son poste. En tout cas, la notabilité qui était avec le chef Mahan continue donc avec l'actuel chef. Donc, du point de vue de la direction du village, de la composition de la notabilité, ce sont les mêmes acteurs qui sont là. Il y a que la désignation du nouveau chef, donc l'actuel chef du village, le gouverneur Transéoulou, il y a quelques incompréhensions entre les fils et filles du village. Il y a quelques incompréhensions. Ces incompréhensions, malheureusement, ont atterri au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a rendu une décision, donc, le mois dernier, qui conforte, donc, l'actuel chef qui a été désigné par les populations et qui a reçu son arrêté du préfet de l'époque. Le Conseil d'État l'a donc a conforté l'arrêté du préfet. Et donc, il est dans ses fonctions. Ce qui reste, comme vous le dites si bien, ce n'est pas tant d'avoir un arrêté ou d'avoir une décision du Conseil d'État. C'est pas ça qui est le plus important. Même s'il y a un seul fils du village qui est mécontent, pour diverses raisons, qu'il ait raison ou pas, que ce qu'il dit soit fondé ou pas, mais dès lors que dans une communauté, vous avez un membre qui est mécontent pour telle ou telle chose, vous avez le devoir de faire en sorte que ce mécontentement-là soit oublié. Et c'est ça, en ce qui concerne la chefferie. Il y a quelques incompréhensions, mais pour lesquelles les uns et les autres trouveront une solution. Nous faisons à notre niveau, à notre modeste niveau, ce que nous pouvons, puisque nous parlons avec tous. Et puis, nous espérons qu'un jour, tous se mettront ensemble. J'ai bon espoir que c'est pas pour longtemps. En ce qui concerne la mutuelle, bon là, il n'y a vraiment aucun souci. Parce que à 2 reprises, j'ai rencontré donc mon aîné, Zemmour l'aîné, et nous avons parlé. Dès que j'ai été élu, le premier mois où j'ai été élu, je suis allé à sa rencontre. Pour lui dire que j'ai été élu à la tête de Maglosi, mais mon souhait, ce n'est pas de continuer avec Maglosi et puis voir la mutuelle continuer de son côté.
même si je dois me retirer pour que ces mutuelles-là fusionnent pour avoir un seul nom, même si ça doit justifier l'élection d'un nouveau président, mon souhait serait que nous allions vers cela. Et je suis tombé sur une oreille très attentive. Mon René a été très attentif. C'est maintenant la procédure pour aboutir à ça dans laquelle nous sommes. En ce qui concerne les jeunes, qui sont donc, puisqu'il y a deux tendances, Bahi Marcos et puis Akilas, je leur parle à tous les deux. Je les rencontre régulièrement. Et donc, je parle aux deux. Et les deux sont disposés à aller à la paix. Eux et leurs différents états-majors. Il y a malheureusement que le temps dont nous ne sommes pas les maîtres fait qu'il y a des incompréhensions en cours de route qui quelquefois suscitent des mécontentements. Mais sur le fond, les deux présidents m'ont clairement marqué leur volonté de voir l'association, les deux associations, enfin disons les deux tendances fusionner pour aller à un seul groupe. De sorte que justement on puisse commencer tous à réfléchir parce qu'il se trouve que c'est tous des cadres. C'est tous des gros cadres. Marcos, il est inspecteur des impôts, c'est un cadre important. Akilas, il est officier donc des affaires maritimes, c'est un cadre. Et tous ceux qui sont dans leurs différentes équipes sont des cadres. Il y a des enseignants, des éducateurs et tout ça. Donc je vais dire, si on ne le met pas ensemble pour que nous puissions donc regrouper nos ressources pour aller vers un développement pensé. Et donc voilà, nous espérons que dans peu de temps, eh bien, on aura toutes les entités du village qui ne parleront que d'une seule voix. Les grandes communautés font très souvent face à des grands défis. Et l'unité reste au nombre des défis les plus importants. Il faut pouvoir construire ça petit à petit avec la compréhension des uns des autres. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'un jour, les gens verront un très grand Bloplou, comme il a toujours été. Merci bien, Président. Nous avons fini avec votre village. On y reviendra à la conclusion. On va aller un peu plus au-delà. Vous êtes fils aussi des cantons, fils d'une sous-préfecture, fils du département de Bangolo. Alors, Président, au niveau de votre canton, au niveau de la sous-préfecture, au niveau même du département de Bangolo, on ne sent aussi pas le développement comme il se doit. Est-ce que vous avez cette même analyse? Ah oui, mais ça c'est tellement patent que on voit tous, on n'a même pas, je veux dire, on n'a pas besoin de faire aval pour voir que le retard que nous accusons est énorme. Déjà, de ma petite analyse, les choses devraient partir, comme je l'ai indiqué en ce qui concerne Bloplou, devraient partir sur notre unité, mais sur le regroupement de nos ensembles. Je prends par exemple le Grand Zibiao, le Tawaké, le Zibiao. Nous avons, en ce qui concerne ne serait-ce que les routes, 291 km de reprofilage de route à faire. 291 km de reprofilage de route à faire. À l'instant où je vous parle, c'est un besoin qui est exprimé. Mais pour que cela soit possible, il faut que tous les fils et filles du village, des différents villages ou du canton, les cadres qui sont là-bas, se mettent ensemble pour que chacun dise, mais tiens, ce problème-là, nous pouvons le régler, par exemple, avec un de nos frères qui est dans tel ministère, qui peut donc nous accompagner, qui peut pousser donc les dossiers pour que justement l'État central puisse être regardant sur ce que nous vivons pour venir donc faire face à cette situation. Ça, c'est au niveau du réseau routier.
Ne serait-ce que ça. Si nous parlions si nous réfléchissions ensemble, si nous posions les problèmes ensemble, on aurait vu que c'est des questions que nous pouvions régler. Parce que si le constat il est fait, mais que les fils et filles de ces zones-là, eux-mêmes ne montent pas au créneau pour aller faire du lobbying, il est clair que ces besoins qui existent là trouveront certainement des réponses de la part de l'État central, mais pas au moment où on en a effectivement besoin. Donc, ça, c'est un premier niveau. Mais prenez au niveau même des infrastructures sanitaires et scolaires. Vous avez des villages où il y a beaucoup plus d'équipements que certains. Tout simplement parce que les villages parlent individuellement. Ça veut dire que moi, je suis de Gloplou. Si la vie me donne l'occasion d'avoir un cadre important qui est sorti de Gloplou, eh bien, avec ce cadre-là, on va aller négocier des projets pour Gloplou. Uniquement. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs choses uniquement pour ce seul village, pendant que peut-être à côté, d'autres n'en ont pas. Or, si nous réfléchissons dans un ensemble, eh bien, au lieu de réfléchir uniquement pour Gloplou, lorsque, par exemple, Gloplou a une ambulance, que notre fils de Gloplou peut nous permettre d'obtenir une ambulance, on pourrait dire, par exemple, envoyons ça à Diouzon, envoyons ça peut-être à Zéo, envoyons ça dans un autre village de ce grand ensemble-là. Mais parce qu'on ne parle pas d'un grand ensemble, que chacun réfléchit et puis on va le développer dans son village uniquement. Ça, c'est une mauvaise approche. C'est peut-être fort de dire que c'est une mauvaise approche, mais de mon analyse, ce n'est pas une bonne approche. Et cette façon de réfléchir, vous allez la transposer au niveau du plus grand ensemble qui est notre département, qui est Bangolo. Vers quoi nous orientons aujourd'hui notre regard sur notre département? C'est la politique. Tout le monde parle de politique. Les crises qu'il y a dans les mutuelles, les crises qu'il y a dans les associations de jeunesse, la crise qu'il y a dans les chefferies, vous allez prendre 10 cas, il y a 8 où c'est des questions politiques. Alors que nous avons été déjà très éprouvés par la crise de 2002 elle-même, qui elle-même a été précédée d'une absence de développement depuis la nuit des temps. Donc nous-mêmes, on n'était pas favoris par la répartition de la richesse nationale. La crise de 2002 est venue nous enfoncer et nous-mêmes, par la politique, nous nous enterrons. C'est ça qu'il faut pouvoir changer. Il faut pouvoir changer notre regard sur la question. Vous avez des éminents intellectuels là, je vais vous donner un seul nom, qui heureusement, je peux le citer parce que Dieu merci, ne fait pas de politique. Pour ne pas dire qu'il n'en fait plus, puisque je ne le vois plus dans le domaine politique. Vous prenez un homme comme un Indé comme Doupierre. Mais demandez à quelqu'un comme Doupierre de venir vous produire une réflexion sur les éléments constitutifs du développement de Bangolo. Nous manquons de tout. La chaîne de distribution n'existe pas. Aucune infrastructure. Toutes les structures que vous avez à Djokwe, ce soit à Djokwe et dans les autres villes que vous avez, Bangolo n'a rien. Aucune chaîne de distribution. Prenez l'école dans le préscolaire. Quelles sont les écoles, par exemple, primaires, privées, de premier vol que vous pouvez trouver dans Bangolo? Il n'y en a pas. Prenez l'éducation préscolaire, ce qu'on appelle jardin d'enfants. Je crois qu'il y a juste un centre de protection de la petite enfance. Est-ce que vous en avez? Il y a combien de stations d'essence? Il y a combien de commissariats de police? Et le marché? Il y a quel marché? Et puis, quand je vais vous dire ça, je vais aller plus loin. Quels sont les hôtels de premier niveau? Alors que nous sommes réputés être dans une zone touristique. Donc, du point de vue culturel, de la restauration, de l'hôtellerie, de la sécurité, des infrastructures routières,
de la chaîne du secteur donc de l'alimentation, la distribution, les supermarchés et autres. Quand vous allez regarder tout ça, quel est le secteur dans lequel Bangolo peut revendiquer quelque chose? Rien. Donc, pour moi, je vais dire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quand vous avez un aîné comme Doux-Pierre, si les gens ferment les yeux et on lui dit, bon, cher aîné, mets une équipe en place pour réfléchir si, par exemple, un forum d'investir à Bangolo, où on crée un salon de l'investissement à Bangolo, où on demande, par exemple, à l'administration locale, donc au corps préfectoral, de mettre à contribution toutes les directions régionales qui existent là-bas, à Bangolo. Donc dans le secteur minier, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur culturel, dans le secteur de la sécurité, et de nous dire quel est l'existence et quels sont les besoins. Et lorsque vous avez fait ça, maintenant avec tous ces cadres que vous avez dans la région, dans le département, vous partez démarcher, par exemple le patronat ivoirien, ou la chambre de commerce et d'industrie, pour leur présenter la nécessité, par exemple pour eux, de contribuer à relever les zones qui ont été fortement impactées par la crise, mais qui elles-mêmes accusaient un retard ancien, par la mauvaise redistribution donc, de la richesse nationale. Lorsque vous êtes allé discuter avec le président du patronat ou le président de la chambre de commerce et d'industrie, que vous leur présentez tout le potentiel agricole, je l'avais oublié, donc au niveau du transport et tout ça de votre région, et que vous leur dites qu'il y a des ressources importantes à gagner par les investissements qu'ils vont réaliser. Mais vous attirez des opérateurs là-bas. Vous attirez des opérateurs. Mais ça, si on décide un moment de taire la politique, d'arrêter de parler de politique, et puis de nous dire tout ce que nous avons là, que nous nous concentrions un tout petit peu sur les questions d'ordre économique et financier. Mais tous les jeunes qu'on accuse là, d'être des délinquants ou pas, vont petit à petit sortir du dispositif. Parce qu'ils seront obligés eux-mêmes de se retourner vers les questions économiques et financières, puisque ce sont les seuls sujets que nous aurons dans notre département. Mais puisque nous ne parlons que de politique, et qui malheureusement n'entraîne que de la division, donc tout ce que nous aurons que des jeunes en palabre, nous aurons que des adultes en palabre, nous aurons que des chefs en palabre. Pour moi, c'est vers ça que nous devons aller. Donc j'invite nos élus, je les invite à réorienter leur regard. Parce qu'en réalité, on n'a pas été des parents totalement pauvres dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. On a eu des membres du gouvernement. On a eu le ministre d'État, le ministre Bombay, que j'aime profondément, qui est un modèle, en tout cas pour moi, personnellement. Mais nous avons eu, après lui, Zoé Honoré, nous avons eu Constance Yahi. Moi, je parle du département de Bangolo. Après eux, nous avons aujourd'hui le ministre Seredo. Donc, ça veut dire que s'il est vrai que l'État central n'a peut-être pas redistribué fortement les richesses dans notre zone, mais nous avons eu une élite. Mais pourquoi nous n'avons pas de développement comme dans les autres régions? Est-ce un manque de volonté de la part de nos élites, pas les 4 ou les 5 que j'ai cités, pas forcément eux? Est-ce une absence de vrais leaders pour attirer tout le monde vers ça? Est-ce parce que ceux que nous avions devant n'avaient pas la capacité ou la possibilité d'attirer vers chez nous le développement? Alors que ceux-là, pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, ont été des personnalités fortement respectées
dans les différents régimes qui les ont nommés. C'est pour ça qu'il faut froidement nous asseoir, prendre du recul vis-à-vis de la politique et puis réfléchir à l'investissement à Bangolo. Voilà. Si je dois donc répondre à votre question, voilà, en partant du Tawaké, du Zibiao, qui est donc mon canton, qui est mon canton d'origine, que je remonte à tout Bangolo, voilà vers où nous devons désormais orienter nos efforts. Et je termine sur un point important. Qu'est-ce que nous notons? Beaucoup de jeunes qui sont donc en plein combat sur les terrains politiques. Mais ceux-là, ces jeunes-là, puisque beaucoup d'entre eux sont sortis du circuit scolaire, du circuit professionnel, ils n'y sont pas. Mais leur reconversion tenant compte même de ce que la nature leur a donné. Mais il y a des pays qui l'exploitent. Quand vous suivez le MMA, que vous regardez les pays, vous regardez le Kazakhstan, tous ces jeunes champions qui sortent de là-bas, pour devenir des boxeurs nationaux, des boxeurs internationaux, mais c'est de la richesse qu'ils apportent là-bas. Nous avons des jeunes qui sont naturellement forts, qui ont une force naturelle. Mais on peut les regrouper, créer des boxing clubs, pour en faire des athlètes. Pour que toute cette énergie, toute cette force qu'ils déploient dans les combats un peu frais, qu'ils le déploient dans le sport, qui est aujourd'hui une industrie en Côte d'Ivoire, qui peut attirer des mécènes. Parce que investir à Bangolo dont je parle, le salon ou le forum de l'investissement à Bangolo dont je parle, mais il y a le sport qui est une industrie, qui est un élément à prendre en compte aussi là-dedans. Donc je veux dire que nous avons beaucoup à faire, nous avons de la richesse que nous pouvons créer, acceptons tout simplement de nous mettre ensemble, de parler le même langage, surtout sur le point économique et financier, et puis nous verrons un autre Bangolo qui pourra faire de la politique à outrance, mais qui sera fier d'être là-bas parce qu'il y a des infrastructures qui accompagnent toute cette politique que nous menons. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point précis. Merci Président, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors nous allons vous demander de donner votre appel, vos conseils, votre appel. D'abord, concernant votre village, Loplo-Zibiao, votre appel à la jeunesse, au cadre, à la chefferie. Ensuite, pour parler du développement de votre canton qui regorge quand même beaucoup de cadres, d'intellectuels, vous leur lancez un appel. Et un appel maintenant à l'endroit de tous les présidents de mutuelles de développement de tous les villages du département de Bangolo. Et à la fin, faites des propositions qui peuvent être exploitées par le conseil régional du Guémon dans le cadre du développement du département de Bangolo. Ce que je peux dire, c'est déjà dans un premier temps, alors que j'aurais pu le faire dans mon propos introductif, c'est déjà de souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos parents de Gloplo, du canton, des cantons Zibiao, Tawaké et de tout Bangolo. Leur souhaiter une année 2025 très fructueuse sur le plan donc, de leur projet de vie et puis sur le plan donc, de la paix. Nous sommes dans une année électorale et ma prière c'est que on ne parle pas de Bangolo. On ne parle pas de Bangolo dans un quelconque conflit politique ou un quelconque conflit électoral. Que tout ce qui se passe, que les choses se passent en bien, de sorte que Bangolo puisse sortir donc de cette image qui lui est collée, de cette mauvaise image qui lui est collée. Ça, c'est ma prière à l'endroit donc
de nos parents dans l'ensemble. Et je voudrais surtout les inviter à l'unité. Ce que nous avons connu par le passé, nous qui étions beaucoup plus jeunes et qui posions donc les chaises à l'occasion de leur réunion, il y avait à l'époque une seule mutuelle qui regroupait tout Bangolo. Et les cadres, les fils et filles de Bangolo ne parlaient que d'une seule voix et pensaient le développement ensemble. Je souhaite, même si la loi consacre la liberté d'association, que nous réfléchissions donc à ces instruments-là qui nous ont anciennement rassemblés et que la politique qui malheureusement nous divise, comme divise les autres régions, puisse un peu s'éloigner de nous pour qu'ensemble nous puissions donc regarder le développement de notre département, qui lui-même n'a pas été très favorisé par la redistribution de la richesse nationale, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Donc j'appelle mes jeunes frères, mes aînés, mes parents à l'unité. La division, nous le savons tous, et je ne l'apprends à personne, que la division ne peut pas apporter le développement. Ce que je voudrais dire modestement à nos élus et à nos cadres, et Dieu seul sait combien nous en avons, ce que je veux leur dire, j'insiste pour que vous réfléchissiez ou que nous réfléchissions à la nécessité du forum Investir à Bangolo ou du salon de l'investissement de Bangolo, peu importe la dénomination. Mais l'objectif principal étant de déterminer les secteurs susceptibles de recevoir des investissements qui sont dans notre zone, donc le secteur minier, le secteur de l'hôtellerie, le secteur du transport, le secteur culturel, le secteur de la sécurité, le secteur de la restauration. Tous ces secteurs-là, que nous puissions donc mettre une entité en place qui va réfléchir, sortir des TDR pour que des structures nationales soient démarchées en vue de se retrouver dans notre département pour des investissements. Que le patronat ivoirien soit démarché pour que leurs adhérents regardent vers Bangolo et qu'ils sachent qu'il y a tout à faire dans l'éducation, dans la distribution, dans l'alimentation, dans le réseau routier, dans la sécurité. Et j'ai cité beaucoup d'autres choses tout à l'heure. Que la chambre de commerce et d'industrie soit démarchée. Que toute notre énergie là, que nous mettons dans la politique, diminuons un tout petit peu et puis orientons ce peu que nous avons enlevé dans le domaine de la politique pour l'orienter vers l'investissement. Ça, c'est ma prière. À l'endroit de nos aînés, Dieu seul sait combien ils sont dans tout Bangolo, et à l'endroit de nos hommes politiques. Il y a le président du conseil régional, il y a les 2 députés du département, il y a les sénateurs, il y a le maire de la commune, et puis il y a des cadres divers. Que tous ceux-là mettent leur énergie, leur réflexion ensemble pour que Bangolo puisse, à l'image des autres départements de la Côte d'Ivoire, taper sa poitrine pour dire que nous avons un hôtel de premier niveau. Nous avons des écoles primaires et préscolaires de premier niveau. Nous avons des supermarchés de premier niveau. Nous avons des postes de police. Nous avons un réseau routier qui ne s'arrête pas juste après la sous-préfecture. Que nous ayons, mais vraiment dans le domaine minier, des entreprises qui viennent, qui se créent là, dans le domaine agricole, des entreprises qui viennent, qui se créent là, pour donner de l'emploi aux jeunes et aux adultes. Voilà pour moi les éléments qui vont nous aider fortement à pacifier notre département, à pacifier le canton Zibiao et Tawaké, et à pacifier donc Gloplou, qui est donc
mon village, le village blanc. Au thème donc de cette interview que vous m'avez accordée, je voudrais dire merci à Gagnant TV et te dire merci à toi-même particulièrement, Wilson, qui me donne cette opportunité donc de parler, de faire une modeste contribution. Je souhaite que tu continues. Continue à rechercher partout où il y a des fils et filles de Bangolo. Dieu sait combien il y en a dans ce pays-là qui sont dans le privé, qui sont dans l'administration publique et qui sont de très hauts cadres, mais qui sont peut-être loin de leur département parce que la situation politique et l'image qui est publiée, qui est diffusée de notre département ne les attire pas. Alors que Dieu sait combien sont susceptibles d'apporter, mais vraiment d'apporter beaucoup à notre département. Donc je voudrais encourager Gagnant TV de poursuivre sur cette marche-là. Et puis enfin, de réitérer ma prière à l'unité de notre village en ce qui concerne Bloplou, le village blanc, donc de notre grand ensemble qui est donc le Zibiao et le Tawaké, et puis de notre ensemble mère qui est donc Bangolo. Que la paix règne sur tous ceux qui sont originaires de ces départements, tous ceux qui vivent sur ces terres-là. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leurs familles respectives et que Dieu fasse en sorte que la prospérité soit totalement sur ce département-là, que la paix règne et que nous ayons de nombreux cadres pour le rayonnement de Bangolo. Merci à Gagnant TV. Ciao, George, ma ciao, George. Malua sanyo, welua sanye. Ma ciao, George, wede sanyo, ma doa dorawo. Mon papa pena Ernest, dis yao. Rono you glodu, asa o gloyoko. Soirée, da tobe